Merci beaucoup pour la parole, professeur Baraïga. Bon, éminent, je ne sais pas si je le suis, hein, mais bon, en toute modestie, je vais essayer de dire ce que je pense de ces fardeaux. Pourquoi je l'ai d'abord intitulé fardeau neuropsychopathologique. Et là-dedans, vous voyez les CNPP. Ce que je veux faire ici, c'est un plaidoyer pro domo. Alphonse sait ce que ça signifie, donc un plaidoyer pour notre maison. Et vous verrez par où j'atterrirai et je ferai un petit commentaire. Alors, si on peut me laisser donner le slide, que je puisse le commenter. À ce niveau, j'ai fait un commentaire en tant que neuropsychiatre. Et tous ces malades qui sont opérés dans les salles de neurochirurgie, qui passent par la réanimation, qui passent par les soins intensifs, ils sont exposés à ces risques de démence. Et moi, personnellement, quand j'entends, ils sont sortis et ils se portent bien, bon, je suis un peu chatouillé. Parce qu'ils sont exposés à la démence. Et la démence, c'est une des 4 pathologies les plus débilitantes de l'être humain. Et les 4 maladies les plus débilitantes de l'être humain sont des maladies neuropsychiatriques. Il y a la démence, il y a la schizophrénie, il y a la migraine et il y a la tétraplégie. Tous ces malades-là ont un terminus, et ces terminus-là, c'est souvent les CNPP. L'âge moyen de la survenue des accidents vasculaires cérébraux en Europe tourne autour de 74 ans. Chez nous, c'est à 59 ans. J'ai même vu des statistiques tantôt là, à 54, plus ou moins 10 ans. Et pour ceux qui savent compter leurs jours, les croyants qui sont ici, ils savent ce que ça signifie. Ceux qui sont à 50, 74 ans se trouvent dans la dernière saison de leur vie. C'est la dernière saison de la vie. Ceux qui sont autour de la quarantaine se trouvent à peine dans la 2e saison de la vie. Et comme je vois m'a fait des humanistes littéraires, ils savent que nous, on comparait la vie des êtres humains à la vie de l'agriculteur. Il y a un temps pour défricher, semer, un temps pour récolter, un temps pour manger, un temps pour se reposer et dormir. Donc ceux qui sont à 74 ans sont sur le point de dormir. Ils vont mourir. Ceux qui sont autour de 40 ans sont à peine en train de semer. C'est extrêmement important de le savoir parce que être demain à 44 ans, c'est signifie que ce sont des morts sociaux. Alors, la topographie, j'aurais bien voulu faire un moi je suis professeur de neurologie, mais aussi surtout de neuroanatomie. On a beaucoup parlé des choses ici. Eh bien, nous, en neurologie, c'est un diagnostic, la topographie, et nous sommes très très sévères, nos assistants qui sont ici le savent. Parce que quand un AVC survient, le neurologue doit être à mesure de donner le pronostic immédiat et lointain par son examen neurologique. Et c'est à l'examen neurologique qu'on reconnaît le neurologue. Tout le reste, les autres médecins le font. Nous devons savoir que nous sommes ici dans le lobule paracentral et donc c'est l'artère cérébrale antérieure qui est touchée, c'est le pied. Ici, nous sommes dans le profil rolandique, c'est la tête. Ici, nous sommes dans la capsule interne, c'est tout le corps. Le pronostic n'est pas le même. Il est différent. Ne pas savoir marcher et ne pas savoir utiliser sa main chez l'être humain. La main, vous verrez d'ailleurs que si nous avons la possibilité de projeter notre homoculus, le profil, la main a une très grande étendue étant donné les fonctions qu'il doit assumer. Le pied, bon, c'est pour marcher et il y a une fonction supplémentaire dont je ne voudrais pas parler ici. Hein. Mais elle est aléatoire. Voilà, les images sont là, je viens de les commenter. On y va. Tout ça, voilà, nous avons la région de la capsule interne irriguée par l'artère cérébrale profonde et l'artère cérébrale superficielle, l'artère cérébrale antérieure qui irrigue le lobule paracentral. Et il y a un commentaire à faire à ce niveau. Les AVC hémorragiques qui tuent surviennent souvent dans la région de la capsule interne. Et pourquoi les gens meurent? Parce que c'est là, en fait, qu'il y a ce qu'on appelle l'ictus apoplectique. Il y a une affaire que les médecins neurologues connaissent, qu'on appelle exactement l'artère de l'hémorragie cérébrale. Lorsque cette artère pète, il y a immédiatement menace sur l'héliocéphale. Et vous savez que la région héliocéphalique qui est là, c'est le substratum organique des signes vitaux. Les signes vitaux se perturbent et les réanimateurs sont souvent confrontés à ce type de malade. Tout bouge. Il y a risque d'engagement. Et l'engagement de l'héliocéphale menace immédiatement le tronc.
Bon, voilà, donc, voilà, je disais ceci. Lorsque les accidents arrivent dans la région de la capsule interne, et c'est là qu'il y a souvent mort. Seulement parce que c'est là que trouve les bioencéphales, qui est le substratum organique des signes vitaux que nous prenons pour examiner notre malade. Donc, c'est le substratum de l'hémostasie qui est complètement perturbé en ce moment-là et la mort arrive très très souvent. Alors que les accidents chimiques, eh bien, ils vont, là c'est les commentaires, innovation ventriculaire, engagement, trouble de l'hémostasie. Et ces malades, on les perd souvent. Les accidents ischémiques transitoires arrivent souvent en périphérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif anatomique particulier au cerveau. Les artères et les veines ne communiquent pas au niveau du cerveau. Et plus on va en périphérie, plus les artères diminuent de dimension. Et donc, c'est comme cela que les AVC ischémiques surviennent en périphérie. Mais, ils ne sont peut-être pas souvent responsables de la mort physique, parce qu'ici, les neuropsychiatres s'occupent de la mort physique et de la mort psychique. Et c'est ça, la mort sociale. Ces malades qui font des AVC ischémiques, surtout quand ils le font à répétition, eh bien, ils font de la démence. Et ce sont des morts sociaux. Ils ne sont plus capables de se prendre en charge, ils deviennent une charge pour leur famille. Voilà pourquoi il faut les hésiter. Mais comme Dieu est bon naturellement, la plupart des AVC sont ischémiques, c'est pour donner aux médecins une somme de pouvoir les prévenir. Parce que les AVC hémorragiques, les responsables qu'on les appelle ailleurs, silencieux killer, parce qu'ils vous tuent sur le coup. Et l'homme n'a pas le temps de prendre des dispositions pour empêcher cette mort. Alors, voilà ce qui devient. 20% meurent dans un mois après avoir fait un AVC. Que ce soit ici en Europe, la mortalité par les AVC est presque importante en dépit du plateau. Bien sûr qu'il faut avoir ce plateau pour pouvoir le réduire, mais il faut revenir que la mort survient souvent. 40% meurent après un an. À distance, voilà la mobilité. Il y a 2 tiers des malades qui font des AVC qui vont rester avec des séquelles. Un tiers aura des séquelles, mais vont garder leur autonomie. Un tiers aura des séquelles qui vont perdre de l'autonomie. Et je vous dis qu'il n'y a rien de plus grave pour un être humain que de perdre son autonomie. Et ces gens sont exposés à ça. Et donc, j'ai vu le professeur, quand il parlait de ce que ces malades préviennent, souvent quand on les amène en salle d'opération, ils sont souvent, s'ils sont inconscients ou ne sont pas, mais je ne sais pas qui leur dit ce qu'ils peuvent devenir après. Ça, c'est un point dont je parlerai à la fin. Mais voilà, un tiers vont récupérer. Donc, 2 tiers vont garder des séquelles. Ils ne seront plus comme avant. Ils vont quitter l'écran de ce qu'on appelle les lieux portants. Et donc, c'est très, très important. Voilà. In fine, la récidive dans 30 à 50%. Les troubles neurocognitifs, ce sont des démons. Aphasie, apraxie, amnésie, des charges pour notre famille. Des troubles de l'humeur. Ces personnes qui font des AVC, des primes, ils font la dépression, ils sont anxieux, ils sont stressés. Ils font des douleurs neuropathiques. Il y a une douleur très connue, la douleur thalamique. Lorsque vous avez un neurologie, un malade qui fait une douleur thalamique, chaque fois que vous le voyez, c'est vous qui êtes anxieux. Parce que ce sont des douleurs que vous pouvez traiter pendant des années, parfois vous n'arrivez pas à les soulager. Et c'est extrêmement embêtant. L'épilepsie, eh bien oui, ces malades convulsent. Ils ont des mouvements en euros. Tous ces mouvements-là sont extrêmement embêtants pour les malades et pour leur famille. Les isolements des AVC donc, sont des morts sociaux. S'ils ont échappé à la mort physique, ils meurent socialement. Ils ont une mauvaise qualité de vie, c'est sûr. Et une mauvaise santé mentale, puisqu'ils ne peuvent plus prendre leur famille en charge. Et imaginez-vous qu'à la quarantaine, il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans ici. Moi, quand j'avais 40 ans, les gens qui ont 40 ans ont complètement leur carapace d'immortalité. Ils ne pensent à la mort. Moi, je pense à la mort. C'est normal, j'ai 67 ans aujourd'hui. Alors, nous, aussi, c'est ce que nous faisons. Nous ne nous occupons pas seulement de nos malades. Et
Et c'est ça, c'est le cas du psychiatre. Je parle sous le respect de mon maître, le professeur Ngoma que vous avez là. C'est lui qui m'a appris que nous ne devons pas nous occuper seulement de nos malades. Nous nous occupons des accompagnants de ces malades. Donc quand nous avons des gens qui viennent parce qu'ils ont fait un AVC, nous ne nous occupons pas seulement de lui. Nous voyons qui l'accompagne. Et nous avons donc des échelles de pénibilité et des travaux sont faits au CNPP pour pouvoir voir la santé de ceux qui accompagnent. Et certainement que vous l'avez déjà vu, parce que nous appelons souvent d'ailleurs en retard pour voir le phénomène de glissement. Et un parent qui est venu accompagner un malade, et celui qui est malade, il meurt même avant le malade. Ça, je vois que tous les cliniciens ont déjà vu ça. Et bien, c'est à cause justement de cet aspect des choses dont on ne s'occupe pas en médecine générale et dont nous, les psychiatres, les neuropsychiatres, nous nous occupons. Alors, avant de citer et de parler de ça, j'ai entendu beaucoup, je n'ai pas vu de neurologues ici parler. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, la deuxième forme des AVC, c'est le tabac. Le tabac, c'est une forme sociale. Et aujourd'hui, le Congo s'est engagé à libéraliser l'usage du cannabis, du chanvre. Les gens vont le fumer, désolé, sans être inquiétés. Mais si vous suivez ces malades-là, vous verrez que ces gens-là, ils prennent non seulement les chanvres, mais ils fument aussi la cigarette. Parce qu'ils ont souvent, ils doivent associer plusieurs drogues pour obtenir des effets qui doivent multiplier. Mais aussi, la cigarette est utilisée par les cannabis, les toxicomanes en général, pour pouvoir diminuer l'odeur, surtout quand c'était défendu. Mais les cigarettes, c'est une drogue, c'est un psychoanalytique qui augmente la vigilance. Si les chanvre étaient psychoanalytiques, donc un procureur des hallucinations, celui qui va échapper à la vie de tous les jours, qui est stressé, il en a besoin, c'est vrai. Mais là aussi, vous devez être un peu revenu. Voilà pourquoi ils associent le tabac. Et une étude en cours, au CNPP, une thèse est en rédaction, montre que la plupart des Congolais ici, les gens, quand ils commencent à se droguer à 15 ans. Donc, ils vont commencer à prendre la cigarette à 15 ans. Voilà les candidats potentiels aux AVC ischémiques de demain. Et il faudra bien que les autorités en soient informées, parce que dans quelques années, moi je serai probablement plus là, mais tous ces jeunes que je vois avec les cheveux noirs seront là, ils doivent s'apprêter à les prendre en charge. Alors, la prise en charge, tout le monde a parlé de multidisciplinarité. J'ai essayé d'animer tout ce qui doit être formé autour de ces malades. Mais en psychiatrie, on est parlé de beaucoup de diagnostics. Quand un malade a deux diagnostics, a deux maladies, il est plus intéressant maintenant, il est recommandé que ceux qui les soignent se mettent ensemble. Oui, multidisciplinarité. Disciplinarité, la première personne qu'on a parlé, si c'est une personne, c'est Dieu. Si vous allez dans la Genèse, vous verrez que l'autre, il a créé l'homme. Il est venu au Christ. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il sait s'adresser à des êtres à qui il a dit créons l'homme à notre image. N'est-ce pas là la multidisciplinarité? Il n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit, je crée l'homme à mon image. Allez voir vos Bibles. Créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il s'adressait à des êtres. Mais est-ce que ces êtres ont déjà dit que ils étaient devenus? Non. Donc, multidisciplinarité, chaîne d'union, oui, mais il faut qu'il y ait. J'ai entendu le professeur Yanda, il passe avant moi ici. Je crois que nous faut nous mettre ensemble. Oui, c'est impérieux. Et ce serait, donc voilà ce que je dis. Le CNPP a été le premier hôpital, c'est le seul hôpital qui a tous ces personnels-là au même endroit. Et l'ancêtre de la neurochirurgie dans ce pays a travaillé au CNPP. Je rends ici hommage au feu professeur Chaplin. C'est lui. Et tous ceux qui ont été des inspecteurs de CNPP le savent qu'il y avait un bloc de neurochirurgie qui devait être construit au CNPP. Ça n'a pas été fait pour des raisons que tous ceux qui sont dans cette direction se savent. Il est donc, au moment où on parle de la couverture santé universelle, important pour eux se souvenir que les malades demain, parce que c'est une nécessité, qu'ils soient soignés au même endroit. Et le CNPP est la seule maison de neurosciences qui non seulement fait l'enseignement, mais la recherche.
Et naturellement, avec la recherche et l'enseignement, nous allons améliorer la qualité des choses que nous allons distribuer à notre communauté. Voilà. J'ai répété ces histoires en Napoléon, je vous le français, qui dit histoire, mourir, Seigneur. Il ne faut pas prendre ça comme ça parce que c'est pour les former. Mourir, Seigneur. Mais vivre tous les jours dans Jésus, et c'est le cas de ceux qui ont fait les AVC, c'est mourir tous les jours. C'est ça. C'est une certitude. Alors, il me reste plus qu'à vous dire merci.